Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 22 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news autour de Bitcoin aujourd'hui, vous allez voir, il y a plein de choses à dire sur ce domaine-là, plein de news aussi dégènes, vous verrez, il y en a pour tous les goûts. Ça fait un moment que j'ai pas fait de DeFi Actu, mais je vous rassure, j'ai pas été sélectionner les news des 2 dernières semaines, il n'y a pas trop de sens en fait à vous faire un récapitulatif des 2 dernières semaines, c'est un contenu d'actualité, ça sert à rien. Si j'ai pas pu faire de vidéo actu, bah tant pis, je me rattrape avec le contenu récent, ça sert à rien que je récupère le contenu d'il y a 2 semaines, hein. C'est pas frais, il est pas frais mon poisson, donc bah je l'ai laissé à la poubelle, le poisson. Pour continuer la métaphore. Bref, Grayscale, c'est probablement c'est pas probablement, hein, c'est ceux qui ont leur ETF qui détiennent le plus de Bitcoin, et ils ont vendu aussi beaucoup de Bitcoin, hein, puisque pour l'instant, depuis le lancement de leur ETF, il y a le nombre de Bitcoin qu'ils détiennent, il est en baisse de 52 227 BTC, à peu près 10% de ce qu'ils détenaient. Ouais, un peu moins de 10%, ce qui est déjà pas mal quand même, hein. Il y a eu beaucoup de ventes de ce côté-là. Ça m'étonne pas qu'on ait des ventes du côté de Grayscale, parce que faut savoir qu'avant d'être un ETF, c'était déjà un fonds sur Bitcoin, et il y a eu des soucis du côté de Grayscale. Je vous fais vraiment l'histoire très rapide, et en gros, il y a des gros investisseurs qui ont pu acheter du Bitcoin à 10 000 $ par le biais de Grayscale, en fait, en investissant sur le fonds de Grayscale, parce qu'il y avait une décote de ce côté-là, on n'était pas sûr que Grayscale avait les Bitcoins, peut-être qu'ils allaient faire faillite ou quoi que ce soit. Finalement, ça s'est très bien fini, et les entreprises et compagnies, les investisseurs qui ont acheté des parts de Grayscale quand le Bitcoin il était, quand le Bitcoin il était déjà bas, mais quand les investisseurs ils l'ont eu encore moins cher, autour de 10 000 $, je pense qu'ils commencent tout simplement à prendre des profits. Je serais pas trop étonné de ça. En tout cas, on a un marché qui réagit plutôt normalement, je trouve, hein. Moi, j'estime qu'on est en bull run. Peut-être que je me trompe par rapport à ça, mais en bull run, il faut savoir qu'on ne fait pas que monter en ligne droite. Forcément, il y a des moments où on a des corrections, et vous pouvez les voir, hein, rétrospectivement sur le graphique du Bitcoin, hein, sur tous les bull runs qu'il y a eu, il y a toujours eu quelques gros retracements. Donc là, je suis pas choqué, on est monté à 48-49 000 $ à peu près sur Bitcoin, là on est descendu vers 40 000, ça fait à peu près 20% de baisse. Honnêtement, je suis pas choqué du tout, il pourrait peut-être même aller un peu plus bas que ça, on verra bien. Du côté des alts, alors il y en a, ça pique quand même, mais on a des retracements de 30, 40, 50%. Pareil, encore une fois, je suis pas trop choqué. Je veux pas dire non plus qu'il faut mettre tout son argent, faut tout investir, c'est maintenant ou jamais. Pas du tout, hein. Pas de conseil en investissement. Peut-être que je me trompe et que, en fait, il vaut mieux vendre tous ces bags maintenant. J'en sais rien. On n'est pas en bull run, on le mérite pas. Mais je vous rappelle quand même un truc, hein, c'est qu'on a le halving qui arrive dans un petit peu moins de 3 mois à peu près. Alors, ça veut pas dire que du jour au lendemain avec le halving, le Bitcoin il va faire x2, hein, c'est jamais arrivé. Oui, généralement le halving, après cette date, on a tendance à avoir de beaux jours devant nous sur BTC. On verra si on aura une hausse après ce halving ou encore après, mais entre les ETF qui sont arrivés, le halving, etc., on a encore plein d'autres petites dates clés sur cette année 2024. Je trouve que c'est marrant, le marché est cyclique, mais j'ai l'impression que inconsciemment ou consciemment, il est aidé. Genre, on met vraiment tout sur la route pour que ça se passe bien. C'est assez rigolo. On va parler un petit peu, voilà, pas de transition, désolé, on va parler un petit peu des Layer 2 de Bitcoin, mais vraiment un peu parce que c'est pas un écosystème sur lequel je suis très calé. C'est que mon avis, mais je trouve que, alors je sais pas si c'est sous-coté ou quoi que ce soit, mais je trouve que les gros investisseurs s'y intéressent pas tant que ça. Parce que là, il y a Dropstab qui a sorti un petit graphique, enfin c'est pas un graphique, comment on appelle ça? Une infographie avec les dernières levées de fonds autour de l'écosystème Bitcoin, les Layer 2 et compagnie. Et la plus grosse levée de fonds, c'est 18 millions de $. On a eu 8 millions sur Loli, 5 millions sur Metagood, 1,5 million sur BRC20.com. Je trouve que c'est pas dingue non plus pour quelque chose qui est très hypé en ce moment. On va voir s'il y a de plus en plus d'investisseurs qui se ruent un petit peu sur cette niche, parce que ça reste encore niché, hein, les Layer 2 de Bitcoin. En tout cas, peut-être que je rate des choses sur ces écosystèmes-là, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne couvre pas trop, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça emballe plus que ça les investisseurs, parce que sur la galaxie Cosmos, par exemple, si on regarde les dernières levées de fonds, il y a des levées de fonds qui sont bien plus grosses que ça, donc ça veut pas dire que l'écosystème Cosmos est meilleur ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, hein, mais en tout cas, ils ont plus de moyens, donc bon, on verra bien ce qui va se passer du côté de ces Layer 2 de Bitcoin. Peut-être que je m'y intéresserai un peu plus. J'ai commencé à regarder un petit peu Stacks, pour pas vous mentir.
mais pas plus que ça pour l'instant. Si d'ailleurs vous avez des choses à me proposer hein, pour que je me renseigne un petit peu sur ça, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça n'a rien à voir, mais comme c'était dans le sujet des levées de fonds, j'ai voulu le caler là. On a Pontem Network aussi qui a levé 6 millions de dollars il n'y a pas très longtemps. Bon, dans ma vidéo sur les airdrops à farmer en 2024, je vous avais fait un point de plusieurs minutes je pense sur Pontem, donc ça m'a l'air pas mal. Ils construisent pas mal de choses. Et à mon avis, je serais pas étonné qu'il y ait un petit token dans cet écosystème. C'est pas le seul projet dont on va parler qui m'intéresse autour d'un airdrop, mais ouais, Pontem, ils ont levé de l'argent, franchement. La blockchain Aptos, c'est très discret pour l'instant. Aptos, ils commencent à distribuer des tokens APT sur plusieurs protocoles, et ils en parlent pas vraiment, il y a des projets qui lèvent des fonds, il y a juste des petits retweets, des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'Aptos, ils sont un petit peu plus... voilà. Ils sont un petit peu plus sur... j'arrive pas à trouver la bonne expression, mais ils sont un peu plus discrets. Et du coup, quand j'ai des petites news comme ça qui sortent sur cet écosystème, je vous en parlerai dans les prochains DeFi Actu parce que je pense que c'est pas un écosystème à sous-estimer, même si je resterai pas... Enfin, je spécule pas spécialement sur le token Aptos, mais sur l'écosystème, il y a des projets sympathiques. Je reviens un petit peu sur BTC, on a Maison qui commence à se déployer sur des layers 2 de BTC, donc pour l'instant il n'y a que BEVM, mais ce qui m'intéresse c'est qu'il commence aussi à permettre de bridger du Bitcoin entre plusieurs blockchains. Alors c'est pas encore folichon, on a quand même 50 000 Satoshi de frais si on passe de Polygon à la Binance Smart Chain, et j'avais regardé de Polygon à Arbitrum, c'était pareil. Je suppose que si je fais l'inverse, Binance Smart Chain Polygon, voilà, on a les mêmes frais, on a 50 000 Satoshi. C'est quand même plutôt cher hein, pour bridger du Bitcoin, mais je trouve ça marrant, c'est qu'on n'a pas vraiment de bridge pour envoyer du BTC. Je pense que dans quelques rares cas, on peut envoyer du Bitcoin, ou alors c'est directement depuis le réseau Bitcoin, on a un bridge natif, mais c'est assez rare qu'on puisse passer sur un protocole comme Maison, un bridge classique, sur lequel on enverrait des stablecoins, et sur lequel on retrouverait aussi du Bitcoin. Et du coup, Maison, il commence à permettre un petit peu de bridger du BTC. J'espère qu'il y a d'autres bridges qui vont s'y mettre, parce que c'est dommage, c'est quand même la première crypto du marché, donc j'ai toujours trouvé ça bizarre de ne pas pouvoir le bridger facilement, même si je comprends, pour certains c'est une hérésie de retrouver le Bitcoin sur d'autres écosystèmes que le réseau Bitcoin justement, mais bon, moi je trouve ça quand même plutôt pertinent de le retrouver, et en plus il est déjà sur plein d'écosystèmes, donc c'est absurde de ne pas pouvoir le bridger, ou alors en tout cas on peut le bridger que depuis Ethereum, mais c'est déjà une version bridgée, enfin bref c'est compliqué. On a le BTC.B aussi. Il y a le BTC.B qui est surtout du côté d'Avalanche, mais qui commence à se déployer aussi sur d'autres écosystèmes, c'est vrai, j'avais oublié celui-là, mais je trouve que c'est léger encore, hein. C'est comme les stablecoins euros, hein. Je trouve qu'ils sont pas trop présents sur l'écosystème. Donc voilà, c'est cool du côté de Maison, et Merlin, je connaissais pas ce layer 2 de BTC, Merlin du coup a priori qui sera bientôt disponible sur Maison, c'est sympathique. Voilà, c'est toutes les news que j'avais autour de Bitcoin et compagnie. On va passer un petit peu sur de la dégénérie. Là, c'est dans les prochains déblocages. On a ApeX, donc il y a pas mal de tokens qui vont être débloqués bientôt. Il y a écrit 1% de la total supply, sauf que il me semble qu'ils ont revu leur tokenomics et qu'au final il n'y aura pas 1 milliard de tokens, je sais plus combien c'est maintenant, mais c'est peut-être plus que ça. En tout cas, si on regarde par rapport à la market cap, c'est 21% de la market cap. Et là, ça fait mal. Il y a beaucoup de tokens ApeX qui vont être mis en circulation. Il a très bien performé depuis le mois de janvier et je suis plutôt content parce que je vous en avais parlé fin 2023 dans une vidéo. Bon, je vous en ai parlé, mais c'est pas pour autant que j'étais mis exposé. J'avoue que j'ai un petit peu le seum d'être passé à côté, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Très bien performé, d'ailleurs c'est ouf, hein. Il est vraiment passé de 30 centimes à plus d'1$ et il est pas redescendu en dessous d'1$, il est même monté à quasiment 3$ à un moment, enfin voilà. Il performe plutôt bien en ce moment ApeX, mais on a quand même un beau déblocage qui arrive, et souvent quand on a des déblocages comme ça, ça a tendance à être pricé en avance. On va voir ce qui va se passer, si là je pense qu'il va commencer à y avoir des ventes de ce côté-là, on verra si après le 27 janvier ça va pumper, ça va dumper ou quoi que ce soit, mais c'est quand même plutôt particulier que ça ait bien pumpé avant un beau déblocage quand même. Faudrait aller voir s'il y a d'autres gros déblocages encore qui arrivent sur ApeX, et tant qu'on parle de déblocage, là j'ai pas la news sous les yeux, mais Celestia, le 31 octobre 2024, il y a un énorme déblocage qui arrive. Du jour au lendemain, il y aura 2 fois plus de tokens Celestia, donc faites attention si vous stakez du TIA ou quoi que ce soit. À mon avis, le token TIA, il aura dumpé avant, et quand il y aura ce gros déblocage, je suis pas sûr que le token il va faire un moins 80% d'un coup, hein.
Mais bon, faites attention quand même si vous détenez du TIA, hein. Voilà, il y a une grosse hype d'un coup, j'ai peur que ça, en fait, que ça redescende et que même si on a un super bull run, ça se passe pas terrible du côté de TIA. Bon, c'est que mon avis, bien évidemment, on verra bien ce qui va se passer. Il y a eu un petit hack du côté de Concentric Finance. Alors en gros, si vous avez touché au protocole, allez tout de suite revoquer vos approbations, hein. Vous allez sur revoke.cash, sur votre wallet Rabi, il n'y a pas de problème, ça se fait assez facilement. Si ça vous dit rien, Concentric, que vous n'avez pas interagi avec ça, c'est sur Arbitrum, a priori vous risquez rien. Voilà, 1,72 million de dollars qui ont été volés, ça a été swappé en Ethereum, et je suppose que ça va pas tarder à être, à être envoyé sur Tornado Cash, tout ça. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement. Et d'ailleurs, petit point sur les hacks, je trouve que cette année, elle commence plutôt calmement. Alors, au tout début de l'année, on a quand même eu 2 petits hacks, et le 31 décembre, et le 31 décembre, on a eu un gros hack de bridge. Donc c'était pas terrible ce début 2024, mais depuis ça va, hein. Là on a eu Bungie il y a pas très longtemps, mais on va en reparler un petit peu de Bungie, c'est pas si grave que ça, même s'il y a eu 3 millions, vous allez voir que c'est pas grave du tout. Mais j'ai fait un constat, c'est que quand on regarde les derniers hacks qui sont répertoriés sur DeFi Lama, forcément il y a probablement d'autres hacks qui sont pas répertoriés, mais parmi ceux qui sont répertoriés, il y a quasiment que des hacks sur Ethereum. Alors à première vue on peut se dire c'est logique, Ethereum, c'est dessus qu'il y a le plus de protocoles. Ouais, mais quand même, on retrouve pas trop la Binance Smart Chain, on retrouve pas trop Polygon, pourtant il y a beaucoup de protocoles dessus. Voilà, et si on descend un petit peu, voilà, c'est un peu plus varié. Là, on retrouve plus de protocoles en dehors d'Ethereum. J'ai l'impression que, enfin, en fait, je saurais pas trop expliquer pourquoi on retrouve beaucoup Ethereum en ce moment, mais ouais, c'est un constat, c'est juste rigolo de ce côté-là. Voilà, à croire que la DeFi a réussi à se solidifier un petit peu, ça m'étonne parce que je la verrais plus solide sur Ethereum que sur la Binance Smart Chain et compagnie. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'innovation sur Ethereum. C'est peut-être ce qui explique le fait qu'on retrouve pas mal de hacks de ce côté-là. Il y a Arbitrum aussi qu'on retrouve un peu plus que les autres blockchains. Bon, voilà, c'est comme ça. J'avais envie d'en parler un petit peu, je trouvais ça marrant. En tout cas, l'année 2024, le mois de janvier, il commence assez calmement. Je croise les doigts, le mois de janvier n'est pas terminé, mais j'espère qu'on fera un mois de janvier avec assez peu d'argent volé, ce serait cool. Et pour compléter avec Bungie, en fait, c'est autour des approbations. Si jamais vous avez une approbation en cours sur Bungie, allez la révoquer. Mais il y a peu de chances que ça vous concerne, parce que de base, quand vous faites un swap sur Bungie, ça va approuver que la quantité que vous échangez. Vous voulez, c'est un bridge, hein, enfin c'est même un agrégateur, vous voulez envoyer 500 $ de crypto, ça va approuver que les 500 $. Donc sur les 400 000 utilisateurs et plus qu'il y a eu sur Bungie, il n'y en a que 56 qui sont affectés. Donc c'est très probablement des baleines qui avaient besoin de faire plusieurs bridges et qui du coup se sont pas embêtés et ils ont fait des approvals infinis pour éviter en fait d'approuver à chaque fois, et ils se sont fait avoir. Donc faites attention si vous avez une approbation sur Bungie, mais honnêtement 56 adresses sur plus de 400 000, il y a peu de chances que ça vous concerne. Et d'ailleurs je suis pas le compte de Bungie, ça m'étonne ça. Voilà, hop, j'y remédie, je suis le compte de Bungie. Voilà, donc il y a quand même eu un hack de 3 millions de dollars, mais quand on regarde en détail, ça concerne vraiment très très peu d'utilisateurs. Donc, c'est pas si grave que ça. En tout cas, faites attention quand même, on sait jamais. Allez voir sur revoke.cash ou sur Rabi. Généralement, quand vous avez ce genre d'approbation qui sont risquées, ça vous les met en tout premier, sur Rabi, ça vous les met en rouge et tout, vous pouvez pas les rater. ZK-Sync, je sais pas s'il y a une mise à jour, si c'est passé quelque chose, mais je trouve que les frais sont ultra faibles en ce moment. J'ai des souvenirs de transactions qui me coûtaient 2 balles sur ZK-Sync, et j'en ai fait quelques-unes il n'y a pas très longtemps. Alors, je sais que sur Ethereum, les frais sont plutôt faibles en ce moment, le réseau est plutôt calme, donc forcément ça va avoir un impact sur les layer 2, mais quand même, ZK-Sync de base c'est un ZK Rollup, je trouve que les frais sont plus chers que sur les Optimistic Rollup, et en ce moment... il est vraiment au même niveau, et je sais pas s'il y a une mise à jour de ce côté-là, si c'est passé un truc au niveau de l'infrastructure de ZK-Sync, mais c'est plutôt plaisant. Moi, ça me fait plaisir de payer mes transactions moins chères. Voilà, par exemple, on a Tomuki ETH qui a fait un petit swap pour 9 centimes de frais. Alors, c'est peut-être cher hein, par rapport à d'autres blockchains, je pense à Polygon, à Gnosis, mais ça n'a rien à voir, bien sûr. Là, 9 centimes pour un layer 2, c'est pas mal du tout. Hein. Même Linea, j'ai l'impression que c'est un peu moins cher qu'avant. Mais bon, peut-être que c'est juste qu'il y a beaucoup moins d'activité sur Ethereum et que je m'étais déjà habitué aux 50 Gwei sur Ether, j'en sais rien.
En tout cas, ça fait plaisir. Milky Way. J'avais parlé de Celestia justement, j'aurais dû faire la passerelle directement, mais c'est pas grave. Milky Way, c'est un protocole de liquid staking sur Celestia et ils vont lancer un système à points. C'est plutôt anecdotique. Si vous avez du TIA, pourquoi pas en mettre une partie sur le liquid staking. Ils vont faire un système à points, donc c'est qui compte clairement lancer un token, donc on peut peut-être jouer un airdrop de ce côté-là, mais ça me termine, il y a littéralement pas une personne quasiment qui a été contente de cette news, il y a eu plein de mèmes dans les réponses, c'était assez rigolo, voilà. Surtout, bon, elle est un peu curse l'image, hein, elle fait un peu flipper, mais voilà, points, swapper pour des points, bloquer pour des points, suivre des comptes Twitter et Discord pour des points, une quête en plus, des parrainages pour des points, LP pour des points, voilà, toujours des points partout, c'est... ça devient chiant un petit peu, cette méta des points sur les airdrops. Honnêtement, moi, ça me lasse un petit peu et je pense pas que ça va durer éternellement. Après, je peux me gourer, on verra bien si les systèmes à points ils sont encore là dans quelques années ou pas. Le nouveau téléphone sur Solana, qui est en précommande pour l'instant, ils ont atteint les 40 000 précommandes. Pour rappel, il faut qu'ils atteignent 100 000 précommandes pour commencer à faire le téléphone et à les envoyer. Alors ce sera pas avant le premier semestre 2025. Honnêtement, il y a des chances qu'ils atteignent les 100 000 précommandes parce que les gens sont tellement zozo et ça a tellement bien marché les airdrops sur le premier Solana, le premier Saga pardon, que forcément les gens ils se disent le premier Saga il y a eu plein d'airdrops donc allez pourquoi il n'y en aurait pas sur le deuxième? Je suis pas convaincu. En plus, j'ai pas besoin de téléphone, donc je suis pas fan d'obsolescence programmée et compagnie, donc j'ai pas envie d'aller acheter un autre téléphone pour spéculer sur des airdrops ou je sais pas quoi. Ça va un peu trop loin pour moi. Alors, je sais que c'est un peu ironique parce que ma chaîne, du coup, elle est axée sur la spéculation, mais ouais, non, là, c'est trop pour moi. aller précommander un téléphone pour spéculer sur des airdrops ou quoi que ce soit. J'ai un peu de mal avec ça. En plus, ils ont fait un délire avec des liens de parrainage et compagnie, j'aime pas du tout. Peut-être que ça va être super, hein, que vous allez investir 400 balles sur le téléphone et que vous allez gagner 10 000 balles, j'en sais rien, mais j'ai pas envie d'acheter un téléphone, peut-être que je rate quelque chose, tant pis pour moi. Mais je sais pas, le fait que ça ait bien marché une fois, je suis pas convaincu que ça marche bien la deuxième fois. Et surtout, il n'y avait pas 100 000 Saga 1, il y en avait 20 000 je crois. Et encore, il y en a qui ont même pas été déballés, etc. Donc... il n'y avait pas 100 000 téléphones, donc à voir si ça va se passer aussi bien pour celui-là. Du côté d'Arbitrum, on a encore un programme d'incentive qui a été voté et qui a été validé, donc voilà, on va encore avoir plein de tokens Arbitrum qui vont être distribués, c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Je vous avais fait une vidéo quand il y a eu les premières incentives sur Arbitrum pour vous montrer un petit peu les yields sympathiques. Je pourrais peut-être vous refaire un quote-beau sur la DeFi du côté d'Arbitrum, c'est vrai qu'il y a des trucs sympas de ce côté-là, et comme les frais sont un peu moins chers en ce moment, pourquoi pas. On verra bien si je vous fais une vidéo sur Arbitrum, mais bien voilà. Il y a des nouvelles incentives qui vont tomber de ce côté-là. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. PancakeSwap. Ça fait un moment que j'avais pas parlé de ça. PancakeSwap, c'est des gros mythos. Pourquoi c'est des gros mythos? Parce que toutes les semaines ou tous les mois, je sais plus, je crois que c'est toutes les semaines qu'ils affichent ça, ils montrent le nombre de cakes qui ont été burn, qui ont été retirés de la circulation. Sauf que c'est des gros mythos, parce que là ils nous mettent qu'il y a 9 millions de cakes et des poussières qui ont été burnés, ça représente 24 millions de dollars. Alors oui, cette quantité de cakes, ça représente bien 24 millions de dollars, et techniquement, ils ont bien burné 9 millions de cakes et compagnie, mais c'est de la triche. De base, sur PancakeSwap, il y avait une émission de 40 tokens cake par bloc. Donc c'est toutes les 3 secondes parce que c'est sur la Binance Smart Chain. Et cette émission, elle était élevée au début et ils se sont dit ce serait bien de pouvoir la baisser. Sauf que ils pouvaient pas la baisser, ils pouvaient pas changer ce paramètre, c'est toujours 40. Donc là actuellement, toutes les 3 secondes au moment où je vous parle, il y a 40 cakes qui sont créés sur la Binance Smart Chain. Ça peut pas être changé. Et du coup, comment ils font pour descendre cette inflation? Au lieu de les mettre tout de suite en circulation ou quoi que ce soit, ça passe par un smart contract qui va en garder une partie, et cette partie du coup elle va être burn, elle va être retirée de la circulation. Mais c'est plutôt de la triche parce que elle a jamais été mise en circulation cette quantité de tokens, donc en fait sur les 9 millions et des poussières, on voit tout ce qui est décrit, il y en a eu 100 000 par là, 80 000 par là, en fait il y a eu à peu près 200 000 tokens qui ont été burn, et pas 9 millions et des poussières. Donc c'est quand même très mensonger du côté de PancakeSwap, je suis pas très fan, c'est pas bien PancakeSwap de mentir, de pas expliquer que sur les 9 millions c'est parce qu'il y a ce délire de blocs et compagnie, bref. Bon, c'est pas bien PancakeSwap, mais techniquement ils mentent pas en disant qu'ils en ont burné 9 millions. Mais bon, c'est pas aussi facile que ça. Une petite poule sympathique pour terminer cette vidéo, c'est du côté de Range Protocol.
Voilà, Range Protocol aussi, hein, je spécule sur un airdrop de ce côté-là, c'est comme Gamma. En tout cas, on a une pool Ether, Anchor Ether, donc c'est un Ether staké, qui paye bien. Alors, j'ai pas été voir si le yield il est encore de 42%, je suppose que ça a dû baisser depuis le moment où ça a été publié sur Twitter. Mais voilà, c'est sous perfusion d'intérêt en Arbitrum, hein, on s'en doute bien, il y a plein d'incentives en ce moment, donc... Pourquoi pas aller sur une pool sympathique qui donne des intérêts en Arbitrum, farmer un airdrop en même temps sur Range Protocol, pourquoi pas. Voilà, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, hein, je vous dis pas d'aller mettre vos sous-sous sur cette pool, mais elle est sympathique pour ceux qui spéculeraient sur un airdrop du côté de Range Protocol. Et là, je viens de vous faire, juste avant de lancer la vidéo, je vous ai fait un petit vote. On va voir ce que vous allez choisir. Mais en fait, j'ai envie de reprendre les tutos Ledger sur la chaîne YouTube. Et il y a plusieurs blockchains que j'ai envie d'aborder. Il y a Sui, il y a Aptos, il y a Stacks, il y a Filecoin. Je pouvais pas mettre plus de choix, mais si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur Twitter ou même dans cette vidéo, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis assez curieux de voir les écosystèmes qui vous intéressent. C'est pour ça que j'ai fait le petit sondage. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de votes, mais c'est quand même très... Il n'y a pas l'air d'avoir une blockchain qui sort un petit peu son épingle du jeu. C'est très bien partagé entre chaque écosystème. En tout cas, Sui, j'ai pas mal d'astuces à vous donner, hein, parce que quand vous utilisez une ledger sur Sui, c'est un peu le bordel, il y a des trucs à savoir. Aptos, ça va, ça s'utilise tranquillement. Stacks, j'ai pas beaucoup utilisé, donc je peux pas trop vous dire pour l'instant. Et Filecoin, Filecoin, c'est simple à utiliser avec une ledger, c'est pas le problème, c'est vraiment dans comment c'est construit Filecoin. Ça, c'est très chiant. Pour le coup, c'est assez compliqué de ce côté-là, mais je vous ferai une vidéo aussi dédiée à Filecoin, ça c'est sûr, c'est dans mes projets. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.